Quels sont les enjeux que doivent affronter aujourd'hui les groupes de communication ? La data et les tuyaux dominent-ils tout le processus de création publicitaire ? Comment les grands groupes, mais aussi les agences moyennes, sont-ils outillés pour affronter les enjeux actuels et aider leurs clients à relever les défis qui les attendent dans le e-commerce ? La fabrication de contenu, les nouveaux univers qui s'ouvrent comme celui du métaverse, c'est tout le sujet de ce podcast Empreinte du Nouvel Économiste. Pour nous aider à y répondre, je me tourne vers le publicitaire Gilles Masson, coprésident avec David Leclabar d'Australigad, après avoir été entre autres cofondateur et directeur général de BETC en 1995, et enfin président fondateur de MC et Saatchi-GAD. En janvier 2021, vous, Gilles Masson, patron de MC Saatchi-GAD depuis sa création en 2005, 13e acteur du secteur publicitaire, vous décidez de fusionner avec Australie, 15e acteur du secteur, lancé en 1984, avec pour objectif de fonder ce que vous considérez aujourd'hui comme la première agence indépendante, en évoquant la nécessité de se positionner d'égal à égal avec les grands groupes de communication dans les appels d'offres. Et de fait, vous avez réalisé 25 millions d'euros de marge brute, 55 millions de chiffre d'affaires en 2022 avec 200 salariés grâce aux gains d'Optique 2000, Système U, Benedicta, Corsair. Mais ça signifie aussi, en filigrane, qu'en dessous d'une certaine taille, les petites et moyennes agences sont systématiquement zappées des grandes compétitions, ce qui explique votre choix. Absolument. Il y a une caractéristique aujourd'hui, c'est qu'il y a une concentration du marché qui est très forte. Parce que les chiffres du marché de la com ne sont pas bons. Quand vous regardez les chiffres, notamment de rentabilité, vous avez un chiffre d'affaires qui stagne ou qui augmente à peine depuis quelques années. C'est toujours au profit des GAFA. Et vous avez par contre ce qu'on appelle le revenu net qui chute. Il y a eu 80% de chute de revenu net, ce qui veut dire que les agences petites ont de moins en moins de moyens d'être sur les grosses compétitions. Donc le rapprochement des agences, la fusion des agences est absolument stratégique. Il faut avoir une taille minimale. Alors vous avez plein de petites agences qui se créent aujourd'hui qui ont un client, mais si vous voulez vraiment atteindre un niveau où vous allez taper les grands groupes, il faut avoir une taille minimale, je pense, de 100 à 150 personnes. C'est ça. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, quand vous étiez chez MC Saatchi-GAD, d'être zappé d'un grand appel d'offres parce qu'on vous disait, écoutez, vous faites des super campagnes, je pense à Banque Postale par exemple ou Yves Rocher, mais vous êtes trop petit pour nous, ça nous fait un peu peur. Ça nous est arrivé parce qu'il manque dans les agences de taille moyenne certaines expertises qui aujourd'hui peuvent être achetées à l'extérieur, mais qui des fois, pour un client, sont importantes qu'elles soient dans l'agence. Donc, de quoi il s'agit par exemple ? Notamment la data par exemple. Aujourd'hui sur la data, les grosses agences sont très équipées et ça vaut des milliards d'euros. Les petites et moyennes sont incapables de s'équiper, ça coûte beaucoup trop cher. Donc on fait appel à des providers extérieurs. Et par exemple, vous faites appel à quel type de provider ? Dans les providers, vous avez des providers spécialisés. Vous avez des providers comme Axiom, comme Letam, comme Nielsen, ou vous pouvez même de temps en temps faire appel à des grands groupes concurrents pour avoir de la data. Comme par exemple Publicis avec Epsilon, Sapiens. Par exemple. Ou bien Kantar qui appartient à Ben Capital. Kantar, absolument. Oui, on fait appel à Kantar. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est à partir de quelle taille une agence devient-elle crédible ? Je pense que c'est... Enfin, il n'y a pas de règle, mais je pense qu'entre 100 et 150 personnes, vous avez la moyen d'avoir une palette d'expertise suffisante pour affronter les gros enjeux aujourd'hui des directeurs de la communication qui sont de plus en plus complexes. Il y a une fragmentation énorme des médias, il y a des nouveaux métiers, donc vous êtes obligé de mettre face à ces nouveaux enjeux des experts qui n'existaient pas dans les agences moyennes auparavant. C'est ce qui explique la crise que traverse le marché publicitaire, parce que vous disiez les petites agences souffrent, et elles souffrent essentiellement parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers de se payer ces profils en fait. Exactement. Le marché entier souffre. Faut pas, le marché français est très complexe parce qu'en fait, et c'est un phénomène très français, la rentabilité aujourd'hui n'existe pas beaucoup sur le marché français, depuis la loi Sapin en gros. La rentabilité est très forte, par exemple pour un groupe comme Publicis, la rentabilité vient essentiellement des États-Unis. Oui. Et tout simplement pour des raisons nombreuses, c'est plurifactoriel, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une digitalisation des agences qui coûte une fortune. C'est-à-dire, quand on dit que ça coûte une fortune, ça coûte combien à une agence pour être digitalisée ? Je pense à ça parce qu'Henri Christian Schröder, donc, qui est consultant sur tout ce qui est fusion, acquisition dans le domaine de la communication, me disait en dessous de 100 millions de chiffre d'affaires, une agence ne peut pas digitaliser, n'a pas les moyens, elle n'existe pas finalement. 100 millions, je trouve ça un peu excessif, mais effectivement, là où il a raison, c'est que ça coûte une fortune, parce que les grandes agences, ça leur coûte cher parce qu'elles rationalisent leur offre. Un groupe comme Publicis qui a acheté plusieurs boîtes de data est obligé de rationaliser.
voire d'amortir les coûts. Quand ils ont racheté Sapient, qui était, je crois, 3 milliards, ils ont dû... 3,5 milliards. Ils ont dû dégrader les comptes d'1 milliard l'année suivante. C'est-à-dire qu'il y a des rationalisations qui coûtent très cher au groupe. Et pour les petites agences, il y a un investissement dans les nouveaux talents qui est très fort. Et puis vous avez surtout une nouvelle concurrence qui est complètement dingue. C'est-à-dire que vous avez les agences de consulting qui attaquent aujourd'hui sur le digital. Vous avez les médias et les boîtes de production qui font elles-mêmes du contenu. Vous avez Google et Facebook et Amazon qui pompent 85% du marché. 67% du marché de la publicité digitale. Si vous rajoutez Amazon, c'est encore plus. Vous avez les agences médias qui font de plus en plus du precision marketing. Vous avez des freelances dans tous les sens. Et en fait, vous avez aussi les budgets internationaux qui sont de moins en moins fidèles, qui vont de plus en plus vers les groupes anglo-saxons. Donc, ils sont plutôt centralisés à Londres ou à New York. Donc, tout ça, ça fait une concurrence protéiforme qui casse littéralement le marché. D'où le phénomène gigantesque de concentration auquel on assiste en France. Et il y a de moins en moins, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'agences moyennes, de petites agences, comment ça se passe ? Il y a de plus en plus de petites agences, il y a de moins en moins d'agences moyennes parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'investir, d'où toutes les fusions qu'il y a eu. Si vous regardez sur les 2 dernières années, vous vous rendez compte que Vivendi a absorbé énormément d'agences de com, type Human Seven ou Buzzman, que Ogilvy a fusionné ses 8 agences parisiennes et a fusionné avec Grey, que FCB a fusionné avec Change, que WPP fusionne ses agences créatives et ses agences digitales, et que Proximity, par exemple, a rejoint le groupe TBWA, ce qui a signé la mort de CLM et BDO. Et justement, vous jugiez que la mort de CLM et BDO, pour nos auditeurs, on rappelle que c'est arrivé en octobre 2020, ça a été une date symbolique. CLM et BDO, pour ceux qui n'ont pas connu l'époque, Philippe Michel, c'était les publicités Koukaï, Leclerc, demain j'enlève le haut, puis le bas. Avec le groupe Avenir, c'était une agence mythique. CLM BBDO, ça a été l'agence phare des années 80, avec un fondateur qui était absolument génial, qui s'appelait Philippe Michel. Et la disparition de cette agence pour tous les patrons d'agence, ça a été un drame, parce que c'est la fin d'une époque. C'est-à-dire que Philippe Michel était un planeur stratégique, c'était la publicité intelligente. Par exemple, Philippe Michel disait tout le temps, c'est quoi l'idée ? Il y a même un livre qui est sorti. Et aujourd'hui, je dirais, c'est quoi le process ? Donc, si vous voulez, c'est vraiment un changement d'époque où l'idée n'a jamais été aussi importante, mais où on est noyé sous la data et les moyens. Parce qu'on est dans une société de flux. Il faut fabriquer du flux toute la journée. Donc, le flux, c'est plus de l'adaptation technique. Est-ce que ton format est vertical ? Est-ce que tu sais faire des films de 6 secondes ? Plutôt que réfléchir d'abord à une idée qui soit la plus cohérente et la plus impactante possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en définitive, on vous demande que votre créativité soit plutôt dans votre dispositif digital, dans votre dispositif média, plutôt qu'en réalité dans l'idée publicitaire qui va nourrir la marque, qui va créer cette préférence, ce lien affectif avec le consommateur. L'idée est toujours aussi importante. Par contre, l'architecture des moyens qui était avant aux mains des agences médias est devenu un attendu obligatoire des agences créatives. Il faut qu'on réfléchisse en permanence sur l'écosystème, et notamment l'écosystème digital, donc sur l'architecture des moyens. C'est devenu aussi important. Comment nourrir l'écosystème ? C'est devenu aussi important où la création publicitaire quand même était devenue moins importante. Beaucoup de gens s'en plaignent et Dominique Volton, ça fait partie de... Il y a un appauvrissement. En vrai, quand vous regardez la création publicitaire des années 2020, même 2010, il y a un véritable appauvrissement par rapport aux grandes sagas, par rapport aux grandes idées. Et c'est lié... Grandes sagas, pardon, je vous interromps grossièrement, mais... simplement pour que les auditeurs puissent mettre en parallèle ce qui sort actuellement et ce qui sortait il y a 10, 15, 20 ans. Oui. À quelle grande saga vous faites allusion qui serait plus possible aujourd'hui ? Je pense aux publicités Eram, je pense à Evian, source de jeunesse, je pense à ces grandes... je pense à Air France, la publicité précédente d'Air France. Et en fait, ces sagas aujourd'hui sont très compliquées à tenir dans la durée, parce qu'on est dans une société de flux où il faut en permanence renouveler pour atteindre la bonne cible au bon endroit au bon moment. Et on est plus dans une réflexion sur le process et le push, ne pas rater l'occasion, que sur le fait d'avoir un socle extrêmement solide d'une idée stratégique. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est tout blanc ou tout noir. Je suis en train de dire que l'architecture des moyens est devenue aussi importante que l'idée. Et je pense que c'est dommage. Parce qu'effectivement, moi, je vois d'autres publicitaires, je vois aussi des cabinets de conseil qui me disent « Mais maintenant, donc, la créativité est vraiment dans le dispositif média, parce que c'est génial, on voit à l'instant T où est l'audience, est-ce qu'un contenu fonctionne ou pas. Dès qu'il ne fonctionne pas, on le déplace sur un autre tuyau. » C'est vrai que c'est efficace, qu'il n'y a pas de déperdition d'audience. Vous-même, vous disiez avant...
on arrosait massivement, on jetait une la grenaille. Pêche à la grenade. Voilà, c'était la pêche à la grenade. Aujourd'hui, c'est la pêche à la ligne, c'est-à-dire on cible le poisson qu'on veut attraper. Mais c'est vrai qu'on se dit, où est l'idée créative là-dedans ? Absolument. On a très souvent perdu de vue l'idée, et c'est dommage. Et ce process aujourd'hui, qui est vachement dans les mains des grands groupes de consulting, par exemple, qui viennent par l'approche business, par l'approche transformation, puis par l'approche des agences de pub organisation, aussi. Absolument, qui sont en train d'acheter des agences de pub. D'ailleurs, pour le moment, on va se le dire, ça marche pas très bien, parce que c'est des populations pas très biocompatibles. Aujourd'hui, les résultats des grands rachats des agences conseils, des agences créative par des agences de consulting n'est pas vraiment probant. C'est-à-dire que c'est des populations pas vraiment biocompatibles. Le process, c'est bien, mais c'est comme si on pouvait tout prévoir de l'humain. Moi, je suis convaincu que l'humain est beaucoup plus imprévisible. En plus, on est dans une société de l'émotion. Donc, dire qu'on peut tout prévoir de ce que va faire le consommateur, je pense que c'est le prendre pour quelqu'un de con. Alors du coup, comment une agence moyenne comme Australigad... Je déteste ce mot moyen. Donc on va dire une agence de taille moyenne, on n'a pas dit une agence moyenne, ouais. Parce que moyen pourrait dire médiocre, là, de taille moyenne. Comment une agence de taille moyenne comme Australigad, qui revendique le titre de première agence indépendante moyenne, peut se débrouiller avec la concurrence des cabinets de conseil, des GAFAM, l'embauche de profils qualifiés. Hier, ils allaient vers la publicité, les HEC, les Sciences Po, les X. Aujourd'hui, ils vont vers les cabinets de conseil. La baisse de rémunération, on entend qu'aujourd'hui la rémunération elle est de 6 à 7%, mais que chez les grands groupes, les Big Six, WPP, Omnicom, Publicis, Interpublic, Dentsu, Havas, ils peuvent faire du dumping jusqu'à 3 à 4%. Du coup, vous avez quel type d'armes à leur proposer ? Les armes, en fait, c'est plusieurs armes. D'abord, je pense que l'indépendance, c'est un choix de vie. Et je pense que les gens qui choisissent l'indépendance choisissent la responsabilité, choisissent le risque, choisissent la liberté. Ça, je vais vous dire, ça n'a pas de prix. C'est pas en millions d'euros, ça s'inscrit dans le temps. C'est le premier point. Et je pense que les entrepreneurs attirent des entrepreneurs. Et ça change tout dans la manière de fonctionner. Nous, on a créé ce qu'on a appelé, je sais qu'Havas a repris ce terme après, mais ce qu'on a appelé le village, qui est une fédération d'entrepreneurs qui sont spécialisés chacun dans quelque chose de précis. C'est-à-dire, décrivez-nous un petit peu. Par exemple, on a chez nous plusieurs agences on a un seul compte d'exploitation. Par contre, chacune de ces agences est indépendante dans son fonctionnement. Et à la tête de ces agences, il y a des entrepreneurs qui sont associés au capital. Donc vous avez F5, qui est un studio digital, qui est spécialisé dans tout ce qui est UX, dans tout ce qui est expérience, dans tout ce qui est parcours consommateur. Vous avez Moonlight, qui est spécialisé du social media, donc qui est spécialisé dans tout ce qui est conversationnel. Vous avez Little Stories, qui est spécialisé dans tout ce qui est éditorial, RP, influence. Vous avez Cometis, En fait, on a une agrégation d'agences qui sont spécialisées et dont le but est d'arriver à faire leur propre business de manière indépendante. Et par contre, quand on travaille pour un même client, avoir un seul compte d'exploitation et bosser en toute cohérence. Et ça change tout. Aujourd'hui, le village chez nous fait plus de 50% du chiffre d'affaires. Ah oui, carrément. Donc, vous avez aussi, M6 a conservé 10% de votre capital. Absolument. Vous avez aussi la possibilité, et est-ce que vous l'utilisez, de diffuser vos campagnes à l'international ? Absolument. On l'a fait beaucoup pour Yves Rocher à l'époque, on l'a fait énormément pour Pernod Ricard, on avait beaucoup de clients Pernod Ricard, donc on utilisait ce réseau, qui est aussi un réseau indépendant, qui n'appartient pas à une holding. Et M7 a gardé effectivement 10% du capital du groupe Australigad. 3 novembre, Netflix a introduit la publicité dans une offre entrée de gamme qui, d'emblée, réunit un très grand nombre d'abonnés. Il n'empêche que pendant longtemps, les publicitaires se disaient que c'était catastrophique parce qu'en prime time, beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices, spectatrices, partaient des chaînes linéaires, des chaînes traditionnelles vers les chaînes de streaming. Là, ça va être la possibilité donc de récupérer une partie. C'était pas une catastrophe, les chaînes linéaires résistent bien, mais malgré tout, c'était une audience précieuse. Comment vous appréhendez ça ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une véritable manne qui va arriver sur les agences dont vous allez pouvoir bénéficier ? Est-ce que vous pensez plutôt qu'il y aura un effet de transposition plutôt qu'un effet de cumul, donc un effet de vase communicant? C'est une super bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle sans plus. En fait, Netflix, c'est une bonne nouvelle pour eux, j'espère, je leur souhaite, mais ils n'ont juste pas le choix. C'est-à-dire que c'est l'évolution des business models aujourd'hui qui fait que la concurrence est de plus en plus féroce, parce que quand vous avez Amazon Prime Video qui arrive, Disney+, Apple+, Hulu, HBO Max, d'un seul coup la concurrence elle devient sévère. Et en fait, ce qu'ils doivent faire eux, c'est conquérir ceux qui pensent que c'est trop cher.
C'est exactement la même démarche que ce qu'a fait Canal+. Canal+, je vous rappelle, était une chaîne cryptée qui avait ses propres programmes, qui achetait sa propre programmation et qui est devenue en fait une espèce de plateforme, un écosystème de streaming. En fait, Canal+, c'est un modèle mixte, c'est-à-dire que Canal+ continue de produire et de réaliser, de produire des séries, et en même temps, il s'est fait effectivement distributeur. C'est une plateforme de distribution, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Est-ce qu'ils avaient le choix ? Écoutez, ils n'avaient pas vraiment le choix parce que Canal+, tout le monde trouvait ça trop cher. Donc d'un seul coup, et ça marche. On voit que ça marche, notamment à l'international. Alors, qu'est-ce que ça va faire Netflix sur le marché ? Je vais vous dire. Pour les agences créatives, ça ne va pas changer grand-chose. Pour les agences médias, ça va être une chaîne de plus. Demain, je peux vous annoncer que les médias planeurs sont très intéressés par TF1 M6 d'un côté, YouTube de l'autre. Netflix de l'autre. Ça va être, je pense, le nouveau triangle d'or des achats médias en télévision, avec une caractéristique très dangereuse pour les chaînes télé, c'est que Netflix est très bon sur les moins de 35 ans, là où l'audience moyenne de la télévision en France est de 57 ans. Donc pour un publicitaire, l'arrivée de la publicité sur Netflix est une très bonne nouvelle pour toucher les moins de 35 ans. Tout à fait. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une hybridation totale. On a une chaîne de streaming comme Amazon Prime qui commence à acheter des droits sportifs, mais qui demain peut acheter des émissions de flux. Et puis après-demain peut créer des carrefours d'audience, par exemple sur une finale à Roland-Garros. On peut imaginer ça. On peut imaginer que Disney et Netflix se mettent aussi sur le même modèle. Et à ce moment-là, il n'y aura plus qu'un paysage audiovisuel. Et vous, comme publicitaire, du coup, j'imagine que vous avez réfléchi à ça. Est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que ça va vous donner des chances supplémentaires de toucher un maximum de gens de manière personnalisée, en étant sûr de ne pas faire justement de déperdition ? Ou est-ce que vous vous dites, mon Dieu, ça devient de plus en plus complexe, comment on va s'en sortir ? On se dit ça devient de plus en plus complexe, et je peux vous dire que les annonceurs se disent ça devient de plus en plus complexe. Ils vous posent la question, ils vous disent comment est-ce qu'on gère ça ? Investissent beaucoup plus en frais techniques que ce qu'ils n'ont jamais fait. C'est-à-dire frais techniques Frais techniques, quand vous dites le format YouTube ne sera pas exactement la même chose que ce que je fais à la télé, et TikTok c'est encore différent, et Twitch c'est différent, et demain qu'est-ce qui va se passer avec Netflix ? Vous vous rendez compte qu'on est en train effectivement d'aller à la pêche à la ligne, comme vous dites. Or, produire des films de qualité, ça coûte toujours quand même assez cher. Donc à un moment, vous avez des risques énormes de coûts inflationnistes, vous avez des risques de déperdition, et surtout, moi ce qui me fait peur, c'est que je pense la digitalisation va envahir la télé. C'est-à-dire que la logique du streaming fait qu'on va être dans une société, et on en voit aujourd'hui déjà les effets néfastes, de flux. On est dans du flux. Oui, et le flux, c'est très souvent l'inverse de l'idée. Pourquoi ? Parce que c'est le maximum de la fugacité d'attraper les gens. Donc il y a plein de règles. Les 3 premières secondes, on doit attraper les gens. Donc si vous voulez, c'est très pauvre. C'est-à-dire qu'on a des règles d'efficacité. Il y a des fabuleuses séries sur Netflix. Il y a des fabuleuses séries sur Netflix, comme il y a des fabuleuses séries sur Canal. Je vous parle de la pub sur Netflix, je ne vous parle pas du Canal tout. Canal qui n'est pas une chaîne de streaming. Moi, je suis un fan de Netflix. Je ne parle pas du tout de la qualité de ces chaînes. Je vous parle de la publicité qui va être au final du flux pour toucher des multicibles. Pour l'instant, on ne parle que de 4 minutes par heure pour Netflix. C'est beaucoup. Oui, mais c'est 12 minutes pour les chaînes linéaires. Oui, mais c'est beaucoup quand on choisit. Moi, je pense que Netflix doit faire très attention. Parce que même si les abonnés historiques pourront garder leur abonnement classique, je trouve que ça peut dénaturer un petit peu l'image de Netflix. C'est beaucoup moins qu'aux États-Unis quand même. Non, mais aux États-Unis, vous ne pouvez pas regarder un programme sans être interrompu 10 fois, en sachant que le programme lui-même est sponsorisé. Donc je pense que c'est une américanisation qui est assez dangereuse par rapport à la créativité. Mais en même temps, c'est assez excitant aussi comme défi, j'imagine, pour un publicitaire. C'est excitant si on arrive à continuer à convaincre les annonceurs de la nécessité de l'idée. Privilégier l'impact, l'émotion, à juste l'efficacité marchande. Parce que l'efficacité marchande, ça a ses limites. Clairement. Et du coup, et là on en revient au début, c'est-à-dire qui va pouvoir survivre ? Parce que pour survivre à ce type de changement de modèle, à ce changement d'univers, à ce tout numérique, il faut avoir des moyens financiers. Et les Big Six, comme on disait, ont ces moyens financiers. On le voit avec les acquisitions de Publicis avec Sapient et Epsilon. 3,5 milliards de dollars, 4 milliards de dollars pour la seconde.
On le voit avec Fusion qu'a fait WPP, on le voit avec Comnicom, Proximity en France. Mais comment les moyennes agences, je pense à Babel, à vous, à Atman, etc., comment elles vont faire, les agences de taille moyenne, pour s'en tirer? Quelle est la solution? Parce qu'on a l'impression d'un casino où ça devient de plus en plus cher. Le ticket d'entrée pour jouer à la table devient de plus en plus cher. C'est une course sans fin, mais ce qui est amusant quand on prend un peu de recul, c'est que même les Big Six sont en danger total. C'est vrai. Je pense que sur les Big Six, vous en avez 2 dans les 2-3 prochaines années qui vont être achetés par des cabinets de consulting. Et vous pensez à qui, par exemple? Oh ben non, je pas. Non, on est juste dans la prospective. Dans la prospective. Je pense que dans la science-fiction. Des gros groupes français pourraient être achetés par des Capgemini ou des Accenture, par exemple, ce qu'ils ont déjà commencé à faire sur des petits trucs. Capgemini s'est beaucoup intéressé à Publicis. Ils se sont intéressés, ils ont racheté June 21. Donc tous ces grands groupes, Accenture Interactive a racheté Droga5, qui est la meilleure agence du monde. Oui. Du monde. Donc c'est très concret quand même. Ça aussi, c'était une date. Avas pourrait être une proie possible. Mais bien sûr. Enfin, tout est dans les mains de Bolloré. Si Bolloré, qui aime bien les grosses plus-values, a envie de toucher beaucoup d'argent, il peut effectivement se revendre. Ce que je voulais dire, c'est que même les Big Six sont en danger, mais moi, je ne suis pas du tout fataliste par rapport à la data. Je pense que l'association intelligente de la création et de la data dans une nouvelle alliance peut être très intéressante. C'est intéressant pour le planning strat, parce que ça va nous aider à trouver des insights. C'est intéressant pour les plans d'architecture des moyens, mais il ne faut pas non plus fantasmer totalement sur la data. Je vais vous dire un truc qui est un peu provoquant, mais en gros, la data, c'est avant tout de l'information précise, et c'est de l'analyse du passé pour prévoir le futur. D'accord ? Personne, dans une société qui est quand même la société de l'info-obésité, de la data-obésité, je dirais même, n'a prévu la guerre en Ukraine, personne n'a prévu l'explosion des régimes populistes, personne n'a prévu le Covid, personne n'a prévu le confinement, personne n'a prévu que Marine Le Pen aurait 87 députés à l'Assemblée nationale, personne n'a prévu le retour de l'inflation. On en a de la data pourtant. On en a des millions de data. Donc c'est les limites de la data. C'est les limites de la data. C'est-à-dire que les grands événements qui vont changer la consommation mondiale, parce que je peux dire que la guerre en Ukraine et l'inflation, ça va changer beaucoup plus l'inflation mondiale que la dernière promo dans un grand magasin. En fait, ça, c'est passé sous le radar de la data. C'est passé sous le radar de la data parce que ces événements sont imprévisibles. Mais comme la vie des gens, donc la data pour moi elle n'est pas infaillible, elle ne doit pas remplacer la force d'une idée, elle ne doit pas remplacer le bon sens. Et en plus les gens sont de plus en plus dans l'émotion. Donc de la data associée à du bon sens, associée à de la créativité, oui. De la data comme fin, comme ultimate target, surtout pas. Ça va aboutir à des catastrophes. Et ça va surtout aboutir, je dirais, à la peur des DIRCOM. À quoi sert la data aujourd'hui ? C'est le parapluie. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme parapluie en disant bon. Énormément. Il y a énormément de gens qui disent je comprends pas, ça n'a pas marché, pourtant, et ils se retournent vers le provider de data qui dit regardez ces bassins de clients, ils allaient faire ça, ça n'a pas marché. Donc c'est le parapluie de demain. Donc moi j'aime pas trop les parapluies, je préfère vraiment plutôt quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, on a plutôt envie d'avoir une vision partagée avec des gens dans un collectif. Je pense que la data, bien utilisée, c'est top. Utiliser n'importe comment, c'est-à-dire quand on ne sait pas ce qu'on veut en faire mais qu'on veut se protéger, c'est une catastrophe. Et du coup, vous parlez d'émotion. L'émotion, on la trouve via le métaverse, puisque c'est la possibilité de se projeter dans un avatar, d'avoir une autre vie, de faire des choses qu'on n'imaginerait jamais faire dans la vie réelle. Est-ce que du coup, vous pensez que le métaverse aujourd'hui, c'est simplement statutaire, c'est-à-dire un moyen pour les agences de démontrer qu'elles sont les grandes marques de luxe, les grandes marques de sport, qu'elles sont dans la modernité, où il y a vraiment une piste créative intéressante. Le métaverse aujourd'hui, on en est vraiment au départ. NFT, c'est encore autre chose. Nous, on bosse pas mal sur les NFT à l'agence. Métaverse, on en est vraiment au début. Si vous voulez, je fais partie des gens qui ont totalement plongé sur Second Life. Parce que Second Life, il y a 15 ans, vous y alliez, vous aviez Ségolène Royal et Sarkozy qui étaient sur Second Life. Vous aviez l'espace Orange, l'espace BNP. Et vous constatiez quand même au bout d'un moment qu'il y avait beaucoup d'annonceurs, mais qu'il n'y avait personne qui se baladait là-dedans. Et je pense que le métaverse, ça peut être ça si on ne fait pas gaffe. Méfions-nous du côté de tous ces gens qui achètent des terrains. En fait, les annonceurs aujourd'hui ont peur de rater la modernité. C'est ça. Donc c'est avant tout un truc de RP. Aujourd'hui, il n'y a pas de métaverse marchand.
Et la réalité des annonceurs, c'est au final quand même de vendre. Donc on est dans cette première étape, j'attends avec beaucoup. Il y a quand même eu des grands échecs technologiques. Second Life, c'est un échec technologique. Google Glass, moi je pensais qu'on allait tous porter des Google Glass au bout de 6 mois. J'ai pas vu une personne dans le monde qui portait des Google Glass. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas se laisser complètement berlurer par les grandes innovations technologiques. Les usages des gens sont en fait beaucoup plus imprévisibles que ce qu'on croit. Il y a également un autre enjeu que vous devez relever, Gilles Masson, la crise des vocations. On l'a dit, les grands talents aujourd'hui ne vont plus forcément vers les agences de publicité à cause de la rémunération. Ils n'ont plus forcément envie d'être publicitaires. La publicité, ça faisait rêver dans les années 80. Aujourd'hui, ça ne fait plus tellement rêver. Déjà, la définition du mot publicité est assez difficile. Comment vous affrontez ça ? Effectivement, vous le dites très bien, Véronique, c'est que c'est un métier, un peu comme les croque-morts et les assureurs, qui fait beaucoup moins rêver. La publicité vendait du rêve dans une époque qui ne rêve plus. La publicité vendait de la consommation dans une époque qui est plutôt sur la déconsommation. La publicité, très souvent, a été taxée de vendeur de l'inutile. Et la publicité, aujourd'hui, il y a un risque, c'est qu'il faut qu'elle arrête de faire du greenwashing et du raison d'être washing. Donc, la raison d'être, ça vous paraît aussi un argument de RP ? Alors la question est d'autant plus intéressante que vous êtes président c'est un vrai progrès, de Solidays et administrateur de SIDAction, donc vous êtes vraiment très engagé dans ces causes. Ouais. Donc ça prend une partie particulière de vous poser cette question. Absolument. Je trouve que les raisons d'être aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez de la raison d'être de Philip Morris, c'est aider les gens à arrêter de fumer. Donc à un moment, il faut arrêter de se foutre de la tête des gens, tout simplement. Donc je pense qu'il y a des entreprises qui font vraiment un vrai beau boulot de raison d'être. Je pense à Yves Rocher, des marques comme Yves Rocher. Non, mais ça, c'est sur vos clients, mais à part, il ne faut pas avoir vos clients. Non, mais il y a beaucoup, Bonduel, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui font un vrai boulot de fond, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de sociétés qui, quelque part, je pense à Total Energy, en fait, toutes les sociétés qui sont perçues comme pollueuses ou un petit peu nuisibles, cherchent des raisons d'être qui sont quasiment l'inverse de ce qu'on leur reproche. Il ne faut pas déconner. En fait, elles se déculpabilisent. C'est pas ça. Oui, mais ça ne marche pas. Donc, voyez. Donc, pour moi, pour revenir à votre question sur la crise des vocations, c'est une problématique d'abord généralisée qui touche tous les secteurs. Aller parler aux restaurateurs, aller parler aux hôteliers, aller parler aux aides-soignants aujourd'hui, il y a un vrai problème avec la génération Y. Il y a un vrai problème de crise des vocations. La publicité est très touchée. On a même, depuis récemment, ce qu'on appelle le phénomène du ghosting. Moi, j'ai eu 3 contrats signés avec des jeunes qui ne sont pas venus. On les appelle le mardi, on les appelle le mercredi, ils ne viennent pas, ils ne disent pas pourquoi. Donc ça, c'est un phénomène généralisé. Pour arriver à combattre ça, il faudrait aussi pouvoir investir. Les cabinets de conseil sont très présents dans les grandes écoles. Ils ont aussi beaucoup de moyens financiers. Mais oui, ils sont présents, ils ont des chaires, ils ont des forums, etc. Si on parle de salaire, je vais être transparente avec vous. Nous, on engage quelqu'un qui a un joli diplôme à 2300 € au début comme commercial. Brut, net ? Brut. C'est moins de la moitié de ce que touche quelqu'un dans un cabinet de conseil. Donc il faut vraiment être excité par le job, et on cherche des gens excités, ça tombe bien chez nous, pour plonger. 2300 €, c'est quasiment ce que je touchais quand j'ai commencé il y a plus de 35 ans. Mais est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement augmenter les salaires ? Mais on ne peut pas, on a des enjeux de rentabilité complètement fous. On n'arrivera absolument pas à augmenter les salaires dans le problème de rentabilité qu'ont les agences de com aujourd'hui. Donc à un moment, il s'agit plus de faire grandir les gens, de les passer dans un poste supérieur, et ça c'est une des spécialités de l'agence, comment on arrive à faire grandir les gens. Et puis il faut aller chercher des profils innovants, des profils agiles, il faut leur proposer du collectif, il faut leur proposer idéalement du sens et des sous, mais c'est pas évident d'avoir les deux à la fois. Et on cherche des profils nouveaux. Il y a beaucoup dans la génération Y, voire dans la génération Z, des gens qui ont des doubles diplômes, qui ont des diplômes de business et des diplômes d'art. C'est un peu des couteaux suisses, c'est un peu ce qu'est le digital aujourd'hui. Donc ça, c'est très intéressant. Il faut leur proposer un projet d'entreprise plutôt qu'une carrière. On est vraiment aujourd'hui dans une culture d'entreprise. La bienveillance est importante et il faut qu'ils comprennent, dans la mesure où il y a un manque de reconnaissance de la publicité aujourd'hui, qu'il y a par contre une reconnaissance de leur talent dans l'agence. Et moi, je dis toujours, les patrons d'agence aujourd'hui sont la première génération dans l'histoire à apprendre de leurs enfants. J'apprends aujourd'hui largement autant des jeunes qui m'expliquent TikTok, Twitch et pourquoi on se met à regarder des gens qui jouent aux jeux vidéo et que c'est intéressant, que ce que je peux leur apprendre. Et ça, c'est super important que cette reconnaissance soit forte au sein de l'entreprise. Et ça, c'est accentué avec le Covid. Ça, c'est énormément accentué avec le Covid. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Gilles Masson, pour cet éclairage. Merci, sans Véronique. concession.